Bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre de l'édition 2025 de notre webcast annuel Naviguer dans l'univers des métaux critiques, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Laurence van der Straat. Bonjour Laurence, bonjour, vous êtes avocate associée au sein du cabinet De Gaulle Florence. Bienvenue. Merci. À mes côtés, dans le cadre de cette interview, Raphaël Selganik, Senior Manager EY, Knowledge Champion sur le secteur énergie and resources. Toujours présent. De l'Ouest. Bonjour. Bonjour Moïse. Et bonjour Laurence. Bonjour Raphaël. Donc, Laurence, vous êtes avocate au barreau de Paris et de Bruxelles. Comme je l'ai mentionné, vous êtes associée au sein du cabinet De Gaulle Florence, qui possède des bureaux à Paris, Genève, Bruxelles et Abu Dhabi, et tout récemment à Abidjan. Vous êtes basé au bureau d'Abu Dhabi. Oui. Vous êtes spécialisé dans le droit des sociétés, dans les fusions-acquisitions, dans les joint ventures et dans le droit des affaires OHADA. Vous avez développé une expertise particulière dans le secteur extractif, pétrolier et minier sur le continent africain. Vous avez assisté à la fois des investisseurs étrangers sur le continent, mais aussi des États africains. Et enfin, vous êtes amené également à travailler sur des procédures d'arbitrage pour des parties, ou en tout cas qui relient des parties africaines. Merci encore une fois, Laurence, pour votre disponibilité aujourd'hui. Alors, le sujet, donc, Raphaël, c'est le secteur minier sur le continent africain. Donc, peut-être pour commencer, comme première question, sur les enjeux du continent, donc en fonction de vos récentes missions auprès d'investisseurs sur le continent, d'investisseurs miniers sur le continent ou des États africains. Quels sont, selon vous, les principaux enjeux auxquels l'industrie minière est confrontée en Afrique aujourd'hui ? Merci Moïse. Alors pour répondre à cette première question, effectivement le secteur minier africain est confronté à un certain nombre de défis, mais également porteur d'opportunités remarquables. Alors au titre des enjeux, en tant qu'avocate, je vais peut-être citer en premier la nécessité d'avoir un cadre juridique et fiscal stable et prévisible. Les investisseurs souhaitent évoluer dans un environnement dans lequel les règles du jeu sont claires, sont durables. Alors, les réformes des codes miniers auxquelles on a assisté ces dernières années et qui sont assez fréquentes sont souvent motivées par la volonté légitime des États d'optimiser la valorisation de leurs ressources, mais peuvent générer une insécurité juridique pour les investisseurs. Alors, je peux prendre par exemple la révision du Code minier congolais en 2018, qui, dans ses dispositions, prévoit une application immédiate de cette révision, notamment de la disposition qui prévoit l'augmentation de la participation capitalistique de l'État dans le projet minier de 5 à 10%. Donc, ce qui est évidemment essentiel au jour d'aujourd'hui, c'est de promouvoir un dialogue constant entre les parties prenantes du secteur, assurer une évolution concertée de la législation, assurer aussi une cohérence des textes, du code minier lui-même déjà, parce que malheureusement, ce n'est pas toujours le cas, et puis une cohérence avec les textes d'application, pour pouvoir assurer une application effective du code minier. Je peux citer également l'enjeu de la gestion des impacts sociaux. On constate ces dernières années que les communautés locales réagissent plus rapidement et plus fermement pour faire entendre leur voix dans le cadre de projets miniers. Alors leur mobilisation a vraiment pour objectif de protéger et préserver leurs droits et leur environnement. J'ai en tête un projet d'exploitation minière dans le sud Kivu et le Maniema qui a fait face à de très gros troubles sociaux en raison de la délocalisation des populations locales qui ont vu leurs conditions dégradées, relogées sans eau, sans terres arables, sans emplois créés. Un autre projet auquel je pense dans le Nord Kivu a fait face aux mêmes manifestations, aux mêmes troubles, puisque la population délocalisée ne bénéficiait pas d'infrastructures de base, écoles, hôpitaux,
et souhaitait plus de dialogue, en fait, avec l'opérateur minier. Alors juste peut-être pour rappel, Raphaël, donc les sujets ESG, vous savez, nous on publie tous les ans un baromètre sur les risques et opportunités. Alors je me souviens plus du nombre d'années. Il est toujours dans le top 3 depuis au moins 5 ans. Voilà, oui. au moins 5 ans, l'ESG effectivement, enfin c'est un baromètre qu'on fait sur la base d'une enquête auprès des décideurs du monde minier, donc clairement il ressort en première position tous les ans. Alors il n'y avait que l'année dernière, je crois qu'il était classé deuxième, mais tout ça pour vous dire que le sujet est très suivi par les opérateurs, et particulièrement sur le continent africain. Et on y reviendra sûrement, mais fait l'objet des révisions passées, présentes et à venir des codes miniers. Et je voudrais rebondir, vous parler des communautés locales, des risques sociaux que peuvent provoquer un projet minier. Les investisseurs aujourd'hui, comment font-ils pour que leur projet d'investissement soit un véritable win-win dans les États, enfin en tout cas dans les pays où ils vont investir? Est-ce que aussi vous avez des exemples de projets qui marchent, ou qui ont marché, ou qui sont en cours? Oui. Alors, dans les exemples de bonnes pratiques qui permettent justement un partenariat équilibré entre l'investisseur et l'État, on peut parler du mécanisme de joint venture dans lequel l'État est partie prenante en tant qu'actionnaire de la société minière. Ça veut dire qu'il est impliqué de manière beaucoup plus concrète et effective dans la gouvernance de la société, qu'il peut faire valoir justement dans cette joint venture des obligations sociales, des engagements sociaux envers les communautés, mais également environnementales, accentuer aussi l'obligation de transfert de compétences vers les locaux, et donc accentuer aussi ces exigences de contenu local. Et dans cette prise de participation dans les JV, on est à combien à peu près des États en moyenne? Ce que vous voyez en tout cas? Ça va de 5 à 30%. D'accord. Et donc il y a des modules de formation aussi, j'imagine, organisés entre l'opérateur minier qui va former les acteurs étatiques, en tout cas ses représentants? Oui, tout à fait. Parmi les initiatives Ah oui, tout à fait. Alors, parce que vous parlez là de la formation des représentants de l'État, et il est vrai que les administrations minières aujourd'hui restent peu formées et ont besoin de ce renforcement de capacité organisé notamment par des institutions comme la Facilité africaine de soutien juridique, sous l'impulsion des États, mais également d'investisseurs aussi. Et puis effectivement, il y a la formation des salariés, et le recours à des sous-traitants locaux aussi, qui va s'accompagner sans doute de mesures, enfin sans doute, il faudrait de mesures de financement de petites et moyennes entreprises locales pour pouvoir justement faire monter cette sous-traitance locale. On remarque parfois, c'est assez intéressant sur certains projets miniers, on a l'occasion de se déplacer avec Moez, qu'autour du projet minier, il y a le tissu local et une dynamisation du tissu local qui est en partie parfois financée par l'acteur minier, ou en tout cas il est partie prenante. Est-ce que ce genre d'initiative, alors je pense, peut être de l'infrastructure, ça peut être le financement en termes d'impact social, d'ailleurs on fait des petits projets. On fait d'ailleurs on a un classement avec Jeune Afrique, enfin Africa Business Intelligence qu'on publie chaque année, qui prend en compte l'impact des contributions sociales des miniers. On les classe en fonction des contributions sociales. Est-ce que ça fait partie aussi on va dire, de ce contrat de joint venture? Parce que ce sont des engagements ou ça vient a posteriori? Comment ça se passe? De plus en plus, on les voit intégrés dans les contrats de joint venture. Donc négociés dès le départ entre l'État et l'investisseur. Avec des milestones et des projets à plus ou moins court terme, moyen terme et long terme d'investissement, comme vous dites, dans des projets annexes qui vont favoriser le développement du site et rayonner pour les communautés locales. Alors peut-être pour finir avec ce chapitre de relations win-win, alors c'est vrai qu'il n'y a pas mieux que d'avoir le juste équilibre entre les intérêts de l'investisseur et les intérêts des États.
Alors, sauf que parfois, on peut aussi assister à des cas où ça peut virer à l'extrême. Par exemple, ce qu'on voit aujourd'hui au Mali, ce qu'on a vu récemment au Niger, vers Orano. Le Burkina aussi se dirige un peu vers ça, le nationalisme en quelque sorte, nationaliser les sociétés. Comment voyez-vous ces sujets-là? Est-ce que c'est un phénomène qui va de plus en plus prendre de l'ampleur ou c'est plutôt des cas isolés? Alors, on constate que ce phénomène de nationalisation a dynamisé, je dirais, la troisième vague de revue des codes miniers, qui a démarré aux alentours de 2020 et qui est toujours en cours. Et qui s'inscrit dans cette volonté des États de reprendre le contrôle sur leurs ressources. Et ce double d'ailleurs d'initiatives des États et s'inscrit d'ailleurs dans la quatrième vague de réforme des codes miniers qui, pour moi, a démarré l'année dernière, enfin, qui démarre, et qui est celle qui vise à intégrer l'artisanat et les petites et moyennes entreprises minières dans une chaîne de valeur. Et donc, les États prennent de plus en plus d'initiatives. Je pense à la République démocratique du Congo qui a par l'intermédiaire de EGC, donc Entreprise Générale du Cobalt, filiale de Gécamine 100% étatique, a pour objectif d'accompagner et d'encadrer exactement l'artisanat dans le cobalt, l'achat, la commercialisation du cobalt. Ça passe aussi par une vraie volonté des États aujourd'hui de passer d'un modèle d'exportation brute à une transformation véritable, locale des substances minières. Donc on pense au Sénégal, par exemple, qui va créer ce hub de transformation minière, avec un pôle de logistique, de tri, de distribution, de transformation, puis un autre pôle de service, vraiment d'accompagnement aux sociétés minières. On voit que c'est vraiment réellement la tendance aujourd'hui. Le Mali, qui dans son code minier de 2023 prévoit que la transformation et le raffinage des substances minières doit se faire obligatoirement dans des unités qui appartiennent à l'État. Et que c'est uniquement si ces unités ne sont pas disponibles ou pas existantes que, sous réserve de l'autorisation du ministre des Mines et du ministre des Finances, ils puissent utiliser des unités privées. D'accord. Alors, on a enchaîné du coup sur les codes miniers, sur les modalités contractuelles. Oui. Alors, en fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, en matière d'attractivité des investisseurs miniers, les pays africains sont en concurrence les uns contre les autres. Chacun il veut attirer plus d'investisseurs, qui se rajoutent d'ailleurs à la concurrence de tout le continent par rapport à d'autres continents et d'autres régions qui possèdent des ressources minières. L'Amérique latine. Etc. Oui. Alors, on a parlé un petit peu de codes miniers, peut-être les modalités contractuelles. Donc, qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui? Voilà, vous nous avez parlé un peu des codes récents. En matière de modalités contractuelles, alors moi j'ai en tête, que j'ai rencontré d'ailleurs par exemple au Burundi, qui veulent mettre en place un contrat de partage de production. Alors, c'est plus un contrat de concession déguisée qu'un contrat de partage de production, mais on commence un petit peu effectivement à avoir un peu cette appétence des États africains pour récupérer davantage, maximiser la valeur, transformer sur place, donc un peu tout ce que vous dites. Tout à fait. Oui, effectivement, le partage de production est un mécanisme qu'on voit apparaître depuis quelques années dans les législations et dans les conventions qui sont conclues avec les opérateurs miniers. C'est un mécanisme qui est évidemment emprunté au secteur des hydrocarbures, qui permet, en tout cas dans le secteur des hydrocarbures, à l'investisseur de couvrir les coûts liés à la production grâce au cost oil, et puis de se rémunérer, de partager le surplus avec l'État dans le cadre du profit oil. Le sujet ici, c'est que le secteur minier est un peu différent du secteur des hydrocarbures et rend l'applicabilité de ce mécanisme plus complexe. D'abord,
les substances minières n'ont pas leur pleine valeur au moment où elles sont extraites. Elles ont leur pleine valeur au moment où elles sont transformées. La durée d'une mine est en général plus courte que celle d'un champ pétrolier. Et en plus, un investisseur minier va devoir investir non pas seulement en phase d'exploration et de construction, mais tout au long de la durée de la vie de la mine, puisque au gré de l'évolution de l'extraction, on va devoir changer les équipements, la teneur du minerai va évoluer, et donc les investissements vont être continus, et donc ça rend évidemment plus compliqué la détermination d'un cost oil et d'un profit oil. Et donc c'est un phénomène effectivement qu'on voit apparaître, comme vous le disiez, dans la législation du Burundi, au Cameroun. D'ailleurs, le Cameroun prévoit la coexistence dans les conventions minières, tant de la participation capitalistique que du partage de production. D'accord. Là où le Burundi, au jour d'aujourd'hui, prévoit un choix alternatif. Donc, à voir dans le futur, comment est-ce que ce partage de production va pouvoir être appliqué. Au jour d'aujourd'hui, je dois bien dire qu'à titre individuel, on n'a pas encore eu l'occasion vraiment de le voir implémenté entre un État et un investisseur minier dans le secteur, dans le secteur minier. Je crois que c'est le cas pour nombre de mes confrères qui attendent encore de voir comment ça peut être... Oui, techniquement, comment on peut aligner un calcul qui serait du cost oil pour le secteur pétrolier à l'aspect minier, en fait. Et surtout qu'en plus, les projets miniers au sein d'un même pays, au sein même d'une même région, sont absolument différents en fonction de la topographie du site, en fonction de la teneur du minerai, de la complexité de l'extraction. Et donc, il est très difficile de répliquer et comme vous le un dites, CPP. En fait, le minerai, la valeur, elle est plus drivée par la transformation. Que par l'amont. Vous avez justement évoqué la transformation tout à l'heure, qui est un enjeu pour les pays de la sous-région, notamment pour ramener la valeur sur le territoire. Donc c'était une des solutions que vous donniez notamment pour ça. Plus généralement, comment les pays africains aujourd'hui peuvent-ils mieux gérer leurs ressources en métaux critiques et ce qui leur permettrait aussi de garantir un développement durable de leur modèle économique et une croissance évidemment économique à long terme. Alors effectivement, les pays africains disposent de réserves en métaux critiques de taille mondiale. Je prends l'exemple de la RDC pour le cobalt qui détient plus de 70% de la réserve mondiale. Il semble qu'une meilleure gestion de ces métaux critiques passerait déjà par des plans nationaux, en fait, par rapport à la gestion de ces métaux critiques. Notamment aussi par l'usage de certifications. On voit que, par exemple, la certification Copper Mark pourrait devenir un outil de compétitivité pour permettre aux États de faire rentrer dans leur secteur des miniers responsables dans le cadre de partenariats responsables. Cela passe alors effectivement par la transformation, ça on l'a dit, la valorisation de la transformation locale. Est-ce qu'on n'est pas en train de forcer un peu ce sujet de transformation? Parce que parfois on n'est pas en train de... Bon, après il faut dire, si on veut espérer aussi voir une transformation locale, à un certain moment il faut la forcer aussi. Est-ce qu'on n'est pas en train de griller, pour les États, encore des étapes avant d'arriver à une transformation à 100% en fait? Est-ce qu'il faut envisager des choses partielles Alors, un certain nombre de législations le prévoient comme tel en favorisant une transformation locale.
tout en modulant et en permettant, si cette transformation n'est pas encore faisable, de pouvoir transformer à l'étranger. Mais je pense que ce sujet, cette exigence de transformation locale sera également permise grâce à des partenariats régionaux qui permettront à un pays de bénéficier de l'avancée peut-être d'un autre dans la transformation de certains minerais. Et je pense que ces partenariats entre pays et régionaux vont vraiment être la clé de ce développement. Je pense par exemple au partenariat entre la République démocratique du Congo et la Zambie pour la chaîne de valeur batterie. C'est un exemple d'association qui va pouvoir justement... d'optimisation, parce que si chaque pays veut instaurer ses propres usines, smelters, etc., on ne va pas s'en sortir. Donc autant effectivement se retrouver plutôt dans un partenariat plus large au niveau régional. Et tu pourrais compléter, quels seraient d'un point de vue juridique, cadre contractuel, code minier, mais un des facteurs clés de succès justement pour la mise en place d'une telle échelle de valeur. Si toutefois il y en a parmi qui nous écoutent, ont des projets dans la sous-région, au niveau géographie, de se mettre ensemble, j'imagine quand même qu'il y a un cadre contractuel qui doit respecter sans doute la chaîne de valeur et donc les exigences des clients, l'exigence aussi, sans doute il y a un cadre aussi mondial. Quels seraient un peu les facteurs clés de succès, les choses auxquelles il faut penser en tout cas, pour ceux qui nous écoutent, auxquelles il faut faire attention? Alors, pour ce qui est et on en parlait de la transformation locale et je parlais de cette quatrième vague qui démarre d'intégrer l'artisanat, je pense qu'on est seulement en train de voir les codes miniers révisés dans les prochains mois, les prochaines années pour intégrer toutes ces composantes. Donc, à ce stade, il faut compter sur d'abord les traités entre pays et qui vont favoriser justement les coopérations entre pays. Et puis sur effectivement ce qui va être inclus dans les conventions minières conclues avec les investisseurs miniers, qui, cela dit, et c'est intéressant parce que de mémoire on en parlait déjà dans le webcast de l'année dernière, pratiquent avec leurs propres responsabilités. On voit une montée en puissance de cette responsabilité et de cette transparence entre les miniers qui publient leur due diligence environnementale et qui eux-mêmes veillent à communiquer justement par rapport aux communautés locales, aux accords qu'ils ont pu avoir avec les communautés locales, à mettre en place des fonds pour pouvoir réhabiliter le site et communiquer sur ces fonds. On voit bien que les miniers n'attendent pas nécessairement que tous ces éléments soient contractualisés, mais prennent les devants, tant vis-à-vis de leurs bailleurs de fonds, que des États qui les accueillent, que de leurs off-takers, que des clients finaux. Oui, non. Très clair. Alors, peut-être juste, dernière question, on en a parlé des sujets ESG, avec les exemples que vous avez donnés côté plus opérateur. Alors, si on parle un peu des États, parce que j'ai l'impression, peut-être à tort, que les États en matière réglementaire, ils sont un petit peu en retard, peut-être sur les sujets ESG. D'ailleurs, les opérateurs, parfois, ils adoptent plus des standards internationaux. Est-ce que, que pensez-vous de la maturité aujourd'hui des États miniers africains en matière d'ESG? Alors, effectivement, Moez, il y a une disparité aussi dans les législations des différents États par rapport à ces exigences ESG. Certains sortent néanmoins du lot. Je pense notamment à la République démocratique du Congo dans son code de 2018, qui, comme on le disait, inclut certaines complexités d'application, mais
mais a vu aussi a pu consacrer certaines avancées vraiment notables, notamment en matière d'environnement et social, et qui prévoit par exemple une certification qui est obligatoire pour les miniers avant qu'ils ne puissent démarrer leur projet. Donc, ils doivent avoir un certificat environnemental avant d'entamer leurs activités. Ils doivent réaliser des études d'impact environnemental approfondies, soumettre un plan de réhabilitation, constituer des garanties financières pour pouvoir justement prévenir la dégradation de l'écosystème. Sur le point de vue social également, il y a des cahiers des charges qui sont imposés. Ils doivent formaliser leurs engagements vis-à-vis des communautés locales et notamment justement des infrastructures dont on parlait par rapport aux écoles, à l'eau, à l'éducation et donc à la santé. Alors, c'est vrai que se conformer à ces exigences-là reste un défi parce que on manque encore de monitoring au jour d'aujourd'hui de la part des États pour vérifier que les investisseurs se conforment bien à ces obligations. Et donc la clé du succès réside dans justement la poursuite du dialogue entre les parties prenantes et la mise en œuvre effective de toutes ces obligations. Non, mais c'est intéressant, effectivement. Il ne suffit pas d'avoir le côté réglementaire, mais il faut aussi la mise en œuvre, en fait. On peut s'assurer que tout ça est correctement mis en œuvre. Bon, bah, écoutez, Laurence, merci beaucoup pour ce temps passé avec nous. Merci beaucoup, Moez. Raphaël, comme d'habitude, merci beaucoup. Merci beaucoup, Moez, et merci beaucoup, Laurence. Merci beaucoup, Raphaël. Au revoir.